Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Science, c'est Fiction. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon animal préféré, le poulpe. Quel rapport avec ma chronique, me direz-vous ? Eh bien, je vous répondrai la biologie. La physiologie du poulpe passionne les scientifiques, de même que l'étude de son comportement ou le fonctionnement de son cerveau. Maîtres du camouflage et rois de l'évasion, les poulpes ont une super mémoire, peuvent se promener sur Terre et sont capables d'ouvrir boîtes et bocaux. Bref, les poulpes et leurs cousins calmars et sèches sont des organismes fascinants que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Poulpes, calmars et sèches sont des céphalopodes, littéralement des têtes munies de pieds. Il s'agit de mollusques marins dont la coquille a disparu, pour le poulpe, ou s'est transformée en un organe permettant de flotter, pour la sèche. Il en existe de toutes les tailles, de 5 mm à plus de 7 mètres de long. Du moins suppose-t-on, car on n'a jamais pu observer un animal aussi grand que celui-là, mais certains indices nous laissent à penser qu'il existe. Et on en trouve dans toutes les mers du globe, des plus froides aux plus chaudes. Il s'agit d'un des plus anciens groupes d'organismes connus. Les plus anciens céphalopodes connus remontent en effet à environ 500 millions d'années. Les poulpes ont un cerveau protégé par un crâne cartilagineux, des yeux perfectionnés, un bec corné, à savoir 2 mandibules situées sous son ventre, formées d'un tissu très dur aux extrémités tranchantes lui permettant de déchiqueter puis dévorer ses proies, et un céphalopode a aussi 8 bras, auxquels il va falloir ajouter 2 tentacules pour la sèche et le calmar. Ces 8 bras lui valent son nom d'octopus, que l'on rencontre souvent dans les romans de science-fiction. Et ces 8 bras lui permettent de capturer ses proies, mollusques, poissons ou crustacés. Ces 8 bras ne sont pas tous complètement identiques. Ils ont des ventouses qui vont leur permettre donc de fixer des organismes à manger ou de se fixer sur des supports, mais l'un de ces bras va avoir une fonction particulière. On va l'appeler un ectocotyle. Ça va leur permettre en fait de transporter des petites poches contenant leurs spermatozoïdes jusque la cavité reproductrice de la femelle. L'ectocotyle est donc un membre que l'on ne retrouve que chez le mâle. Le poulpe va se déplacer par rétropropulsion, c'est-à-dire qu'il envoie de l'eau sous pression via un entonnoir ventral qu'il va pouvoir orienter dans toutes les directions et ainsi aller partout où il le souhaite. Et ce qu'il y a de plus fascinant chez le poulpe, c'est sa peau. La peau du poulpe a fait l'objet de multiples études qui ont permis de mieux comprendre comment ces maîtres de camouflage font pour changer d'apparence en une fraction de seconde. La peau des céphalopodes est comme la toile d'un peintre. C'est une surface blanche sur laquelle tout peut arriver. Leur peau est en fait constituée d'une couche de cellules blanches que l'on appelle des leucophores. Par-dessus ces cellules sont disposées des millions de cellules pigmentées, nommées chromatophores. Du grec chromos, la couleur. Ces chromatophores vont pouvoir se contracter et seront ainsi invisibles, ou au contraire se dilater et former une petite tache de couleur. Les mouvements de ces cellules sont coordonnés et ils vont en une fraction de seconde pouvoir dessiner des motifs plus ou moins géométriques sur la peau de l'animal. Cette contraction des cellules est commandée et coordonnée directement par le cerveau du céphalopode, qui va la distinguer en fonction des informations visuelles qu'il reçoit de son environnement. Il faut savoir que les 2 lobes optiques du poulpe, qui lui permettent de décrypter les informations visuelles qu'il a autour de lui, constituent à eux seuls les 2/3 de son cerveau. Les informations visuelles sont donc très importantes chez les poulpes, notamment pour le changement de couleur. Le plus souvent, les chromatophores sont jaune, orange, brun ou noir, mais il arrive qu'il y en ait d'un beau bleu, comme chez la pieuvre à anneaux bleus, Apalloclena lunalutus, qui prévient ainsi de sa dangerosité. C'est un poulpe qui a de petites glandes de venin qui rendent sa blessure mortelle, y compris pour l'homme. Et donc la couleur va permettre de prévenir les prédateurs qu'il ferait mieux de garder leur distance. Donc la peau du poulpe présente déjà 2 premiers types de cellules, les leucophores, ces cellules blanches qui permettent d'avoir une toile de base, et les cellules chromatophores qui permettent d'avoir des couleurs qui apparaissent ou disparaissent et que le poulpe peut changer à volonté. Il y a un 3e type de cellules qui va être présent dans la peau du poulpe, les iridophores, qui vont permettre au poulpe d'être iridescent.
Ces petites cellules vont présenter des centaines de plaques réflectrices, comme des miroirs microscopiques qui vont modifier la vibration des ondes lumineuses et vont ainsi faire scintiller l'animal. Ça va avoir un intérêt pour l'animal lorsqu'il va vouloir se cacher aux yeux d'un prédateur. Par exemple, une seiche qui nage à la surface de l'eau va avoir une face ventrale iridescente, et ainsi, un prédateur qui serait situé en dessous d'elle ne parviendrait pas à la distinguer de la surface de l'eau. Ainsi, la peau des céphalopodes leur permet de se camoufler rapidement et efficacement dans leur environnement. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Ils vont aussi utiliser leur peau pour communiquer. Comme je vous l'ai dit, la peau va donc pouvoir prévenir de la dangerosité de l'animal, chez la pieuvre à anneau bleu, mais elle va aussi permettre d'intimider les prédateurs, comme cette petite seiche qui fait apparaître 2 sortes d'yeux noirs menaçants à l'arrière de son corps, afin de faire fuir un prédateur. Mais en plus, la peau d'un poulpe va pouvoir lui permettre de draguer. Et oui, poulpes, calmars et seiches utilisent leur peau pour draguer les femelles, et même pour tromper les autres prétendants. Chez la seiche Sepia apama, les mâles et les femelles ont des couleurs différentes. Pour être sûr que personne ne vienne leur voler leurs femelles, les gros mâles montent la garde auprès d'elles. Mais c'est sans compter sur les petits mâles rusés qui vont tout simplement imiter la coloration des femelles et se faire passer pour l'une d'entre elles afin de rejoindre le groupe et de les féconder en toute impunité. Il faut savoir que cette stratégie est tout de même payante 1 fois sur 2, comme quoi la taille ne fait pas toujours tout. Il y a aussi une petite espèce australienne de seiche, Sepia plangon, qui elle a mis la barre encore un petit peu plus haut dans l'échelle de la du prix. Là encore, mâles et femelles ont des aspects différents, des couleurs différentes. Et le mâle va être capable d'avoir ces 2 aspects différents en simultané. D'un côté, il va montrer à la femelle une belle couleur attrayante pour lui dire qu'il est un beau mâle viril et qu'il souhaite copuler avec elle. De l'autre côté, il va montrer une coloration de femelle, afin qu'un mâle, qui viendrait pour draguer à son tour, se fasse avoir et essaye de l'avoir lui plutôt que l'autre femelle. Et oui, les poulpes sont parfois des animaux quand même vraiment, vraiment doués en duperie. Ils ont donc une façon assez épatante de jouer avec les couleurs. Et on peut dire que c'est d'autant plus épatant que les poulpes, seiches et calmars ne voient aucune couleur eux-mêmes. Et oui, même s'ils ont des yeux très performants, ces yeux ne présentent qu'un seul type de pigment, alors qu'il en faut au moins 2 pour pouvoir distinguer les couleurs. Les poulpes ne voient donc que le noir et blanc. Comment font-ils, me direz-vous, pour pouvoir jouer ainsi avec les couleurs et surtout pour y être sensibles? Qu'est-ce qui fait que lorsqu'une femelle poulpe voit un mâle poulpe d'une certaine couleur, elle sait que là c'est un mâle? En fait, le mécanisme des yeux est encore assez mal connu. On ne sait donc pas absolument tout ce qui va entrer en jeu. Cependant, on sait qu'à défaut de distinguer les couleurs, leurs yeux leur permettent de distinguer la polarisation de la lumière, ce que nos yeux à nous, simples humains, ne peuvent faire. En fait, la vision en milieu aquatique est très différente de celle en milieu aérien. Les couleurs sont atténuées avec la profondeur, car les ondes lumineuses sont petit à petit absorbées. À partir de quelques mètres en dessous de la surface, le jaune, le orange et le rouge disparaissent. À 50 mètres, le vert et le violet s'éteignent à leur tour, et seul le bleu reste visible. En dessous de 100 mètres, il n'y a plus de lumière, tout simplement. La présence de particules de surface transparente ou d'obstacles qui réfléchiraient la lumière va ainsi modifier la lumière qui arrive, et par conséquent la perception visuelle que l'on peut avoir de l'objet. En effet, quand la lumière traverse une surface transparente ou arrive sur une surface réfléchissante, elle se polarise. C'est-à-dire que le champ électrique qui compose l'onde lumineuse va osciller dans une direction précise. Alors qu'en temps normal, ce champ électrique oscille dans absolument toutes les directions. Ainsi, pour un humain qui ne pourra percevoir cette polarisation, des crevettes transparentes ou des poissons argentés ne seront que des scintillements. Alors que pour le céphalopode, ils seront une croix clairement identifiable puisqu'il pourra percevoir cette lumière polarisée. Cette perception amène donc une nouvelle dimension à la vision, tout comme l'ajout de la couleur amène une nouvelle dimension à une image en noir et blanc. C'est tout simplement une dimension qui nous est inaccessible à nous. Pour les céphalopodes, distinguer la polarisation va aussi jouer un rôle capital. Il va détecter des proies, comme je vous le disais, mais il va aussi pouvoir s'orienter grâce à cette polarisation. Il va pouvoir se repérer dans son environnement. Et d'ailleurs, la capacité à distinguer la polarisation varie d'une espèce à l'autre, en fonction même de l'environnement.
Les seiches de la Manche vont distinguer une polarisation en eau trouble, contrairement à celle de la mer Rouge, qui auront besoin d'une belle eau bien limpide pour la distinguer. Outre une peau exceptionnelle, les poulpes font preuve d'une intelligence exceptionnelle. Ils sont capables de duperie et de tromperie. J'ai déjà évoqué les stratégies visant la reproduction, et il y en a plein d'autres. Des stratégies pour se protéger. Les poulpes seiches et calmars vont être capables de se fondre dans leur environnement, en se faisant passer pour une pierre ou pour le sable, ou aussi, tout simplement, de se promener avec un abri. C'est le cas du poulpe noix de coco. Ce petit poulpe a été surpris se promenant dans les eaux indonésiennes à cheval sur 2 demi-noix de coco. En cas de danger, il renferme ses 2 demi-noix de coco et reste caché à l'intérieur. On peut aisément trouver la vidéo réalisée par les plongeurs qui l'ont découvert en tapant sur internet poulpe noix de coco. Il peut aussi se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Pas le poulpe noix de coco, pardon, les poulpes en règle générale. Ils peuvent se faire passer pour un animal venimeux et dangereux afin de décourager leurs prédateurs. Mais les compétences intellectuelles des céphalopodes ne s'arrêtent pas à la duperie. Ils sont capables de réfléchir et d'innover face à une situation nouvelle. Dans une expérience menée dans un aquarium, un poulpe a été placé dans un bocal, dont le couvercle a été vissé. Le système de visserie n'existe pas dans un milieu naturel. Le poulpe n'avait donc jamais pu y être confronté. Or, après quelques essais, l'animal a eu l'idée d'essayer de faire tourner le couvercle. Et comme le couvercle a bougé, il a continué, il l'a complètement dévissé et il s'est évadé de cette prison. Les poulpes sont donc capables d'innover, de mettre en œuvre de nouvelles solutions face à des problèmes qui pour eux sont nouveaux. En plus de ces comportements innovants, le poulpe est un animal joueur. Placé dans un aquarium avec des cubes, il fonce vers eux et les fait passer d'un bras à l'autre, sans autre but visible que celui de s'amuser. Il faut savoir que le comportement de jeu nécessite un développement cognitif avancé, jusqu'alors observé principalement chez les oiseaux et les mammifères, chez quelques rares poissons et reptiles, mais jamais chez un organisme dénué de colonne vertébrale et donc de moelle épinière ou d'un système nerveux structuré comme le nôtre. Les céphalopodes sont les tout premiers organismes de ce genre chez lesquels on détecte ce comportement. Ces comportements ne sont pourtant pas appris par les parents. En effet, papa céphalopode ne connaîtra jamais sa descendance, occupé qu'il est à mener sa vie de son côté. Quant à maman céphalopode, son sort est bien plus tragique. Après la ponte, elle s'occupe de ces centaines d'œufs, corps et âme, leur fournissant tous les soins nécessaires pour assurer un bon développement, négligeant ses propres besoins, négligeant de s'alimenter. Mais lorsque ces œufs éclosent, que ces petits découvrent le monde, maman céphalopode meurt. Il semblerait que cette mort soit génétiquement programmée chez l'animal, que l'éclosion des œufs provoque la libération d'une molécule qui entraîne la mort de la mère. Ainsi, bébé céphalopode passera ses premiers jours de vie seul. Et d'ailleurs, il passera toute sa vie seul. Les céphalopodes sont des animaux solitaires. Ils ne peuvent donc pas apprendre de leurs parents, ils ne peuvent pas non plus apprendre de leurs congénères. Ils doivent donc tout mettre en œuvre, seuls, à chaque fois. Cependant, ils ont quand même un léger avantage, c'est que tant qu'ils sont dans leur œuf, ils peuvent apprendre et découvrir le monde autour d'eux. En effet, la coquille de l'œuf est en fait complètement translucide, ce qui fait que durant tout le développement embryonnaire, bébé céphalopode observe le monde qui l'entoure. Il découvre les proies qu'il va pouvoir chasser, les prédateurs qu'il devra éviter, et ainsi, à la naissance, bien qu'il doive se débrouiller seul, bien qu'il n'ait personne pour lui montrer comment faire, il a déjà eu quelques leçons auparavant, et va ainsi pouvoir mener sa vie de bébé céphalopode en toute sécurité. Il s'avère que les poulpes sont donc capables d'apprendre en observant les autres. Cela a été mis en évidence dans les laboratoires, où on peut mettre des aquariums côte à côte, et dans lesquels les poulpes peuvent s'observer mutuellement, et apprendre ainsi du poulpe de l'aquarium voisin. Mais dans un environnement naturel, cela n'est pas possible. Ces organismes solitaires le sont de leur naissance jusqu'à leur mort. Les céphalopodes sont donc des organismes fascinants, doués d'une intelligence rare, a fortiori pour un animal dénué de colonne vertébrale. Cela leur a valu d'être reconnus officiellement comme des organismes sensibles.
Et en 2014, en Europe, ils ont obtenu une réglementation stricte quant aux conditions dans lesquelles peut être pratiquée l'expérimentation animale sur eux. Tout comme pour le singe, le chien ou le mouton, l'expérimentateur se doit de respecter le bien-être du céphalopode et il se doit de tout mettre en œuvre pour éviter de lui causer souffrance, stress et déstress. Pas mal pour ces mollusques qui sont des cousins de l'escargot. C'était donc une chronique dédiée aux poulpes. Je vous remercie de votre écoute et vous retrouve le 26 avril pour un autre numéro de Sciences et Fiction. Mais d'ici là, je vous retrouverai le 12 avril pour un nouveau numéro de Relevé de Compteur. Merci bien.